Enfin, nous allons pouvoir confronter les signaux périodiques que nous venons d'étudier aux filtres linéaires vus au début de la série. Mais avant de commencer, rappelons que les fonctions de transfert des filtres que nous avons utilisés sont définies seulement en régime sinusoïdal. D'ailleurs, dans son écriture même, nous avons ce J fois oméga, entre les parenthèses, oméga étant la pulsation des signaux d'entrée E et de sortie S supposés sinusoïdaux. Regardez bien leurs écritures en notation complexe. Chaque signal est égal au produit de son amplitude complexe, notée en lettres majuscules et soulignée, par exponentielle de j oméga t, j au carré étant égal à -1. Notez bien que la réponse, ici S, a la même pulsation ou fréquence que l'excitation E. Mais pourquoi le régime sinusoïdal en particulier? Que devons-nous faire lorsque le signal d'entrée est un signal carré, par exemple, ou un signal périodique de manière générale? En fait, il y a 3 propriétés qui, lorsqu'elles sont réunies ensemble, nous donnent un cadre de travail très riche. D'une part, nous avons déjà exploré l'une d'elles, c'est la décomposition en série de Fourier. Tout signal périodique, continu par morceaux, est une superposition particulière de signaux sinusoïdaux. Leurs pulsations sont des multiples entiers de oméga, la pulsation fondamentale. La deuxième propriété est la linéarité des filtres que nous utilisons. Que veut-on dire par linéaire au juste? En effet, un opérateur linéaire est un opérateur qui se distribue sur une somme. Vous en connaissez déjà un, l'opérateur dérivé par exemple. Eh bien, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, f et g étant deux fonctions. Ou mieux encore, alpha et bêta étant ici deux constantes, l'opérateur linéaire se distribue sur une combinaison linéaire, sans la modifier. L'opérateur linéaire préserve la combinaison linéaire. La dérivée seconde est, elle aussi, une opération linéaire. Oui, la dérivée seconde d'une combinaison linéaire de fonctions est la combinaison linéaire des dérivées secondes de ces fonctions. Vous pouvez le vérifier. La primitive aussi se distribue en préservant la combinaison linéaire. Donc, c'est une opération linéaire. La multiplication par une constante, bien sûr, c'est une opération linéaire. Le carré d'une somme, non, ce n'est pas une opération linéaire. Elle n'est pas égale à la somme des carrés en général. La racine carrée non plus, ni toute autre puissance n autre que 1 non plus. Un opérateur linéaire se distribue donc sur une combinaison linéaire en la préservant, sans la modifier. Vous avez compris le principe. C'est ce qu'on appelle aussi, si l'on examine l'autre sens, faire une superposition. Et c'est la linéarité qui permet cette superposition de ces deux fonctions. Et quel est le lien avec nos filtres? Nos filtres sont composés de dipôles électrocinétiques linéaires. Par exemple, dans la relation intensité-tension d'une bobine, nous avons cette dérivée. C'est une loi linéaire. Elle permet la superposition. Si I est une combinaison de deux intensités, alors U l'est aussi, avec U1 correspondant à I1 et U2 correspondant à I2. De même pour le condensateur et pour la résistance. Tous ces dipôles mis en jeu ici sont régis par des lois linéaires. De plus, mis ensemble dans un circuit, ils sont régis par la loi des mailles et la loi des nœuds, qui sont elles-mêmes linéaires, vu qu'elles consistent en de simples sommes. Donc, tous les remplacements que vous pouvez faire ici conduiront à des équations linéaires par rapport à tout signal du type I ou U. Une conséquence importante, les équations différentielles des circuits mettant en jeu ces dipôles sont linéaires. Par exemple, pour ce circuit d'ordre 2, étudié dans une vidéo précédente, la loi des mailles et les relations intensité-tension des différents dipôles ont conduit à cette équation différentielle linéaire. La dérivée seconde est une opération linéaire, de même pour cette dérivée première linéaire, ainsi que pour la multiplication par des constantes, linéaire aussi.
Donc si nous plaçons S en facteur ici, tout ceci dans son ensemble est un opérateur linéaire. Bref, des circuits constitués de dipôles fonctionnant en régime linéaire sont régis par des équations différentielles linéaires. Et en quoi ceci est-il intéressant? Nous arrivons au point le plus intéressant de ces opérateurs linéaires. Non seulement ils se distribuent, mais de plus, ils font très bon ménage avec les signaux sinusoïdaux. La dérivée d'une sinusoïde, par exemple, est une autre sinusoïde, bien sûr, d'amplitude différente et de phase initiale décalée de π sur 2. Mais c'est une sinusoïde de même fréquence. Ce n'est pas une sinusoïde de pulsation oméga prime. Ou une somme de 3 sinusoïdes. Non, non. C'est une seule sinusoïde et de même pulsation oméga. Il en est de même pour la primitive, pour la dérivée seconde et pour la multiplication par une constante aussi. Même pulsation ou fréquence. Nous voyons maintenant pourquoi S et E doivent avoir nécessairement la même fréquence dans le cas du régime sinusoïdal établi. Les opérateurs linéaires préservent non seulement les combinaisons linéaires, mais aussi les fréquences. Impressionnant, non? Prenons un exemple. Si à la sortie du filtre, nous constatons que S est la superposition de deux sinusoïdes, alors tout cet opérateur linéaire se distribue d'abord sur cette superposition, puis il nous en donne une superposition qui fait intervenir ces mêmes fréquences. Or, cette combinaison n'est autre que le signal E à l'entrée. Donc, grâce à la linéarité, le signal d'entrée et le signal de sortie ont le même contenu en fréquence. Pas avec les mêmes amplitudes ou phases initiales, mais les mêmes fréquences tout de même. En d'autres termes, un filtre linéaire préserve les fréquences et n'en fait pas apparaître de nouvelles. Ce résultat est primordial, fondamental dans l'analyse des filtres linéaires. Nous allons le retenir et lui faire appel à chaque fois. Ce n'est pas encore fini. Regardez qui nous attend là depuis le début. Le théorème de Fourier. Et il nous dit que tout signal périodique est une superposition de signaux sinusoïdaux ou d'harmoniques. Alors, d'après cette propriété que nous venons de justifier, le signal de sortie correspondant est lui aussi une superposition des mêmes harmoniques, c'est-à-dire les mêmes fréquences. Bien sûr, des amplitudes et des phases initiales différentes en général, mais tout de même les mêmes fréquences. Regardez où nous en sommes, rien qu'avec ces deux propriétés. Faisons un mini-exercice pour voir si cette idée a bien pris sa place. On souhaite faire le redressement de ce signal sinusoïdal, A cosinus oméga t. On utilise alors ce circuit redresseur double alternance, on dit, qui comporte un pont à 4 diodes. Voilà le signal redressé. En très bonne approximation, il est donné par A fois la valeur absolue de cosinus oméga t. Alors, ce quadripôle est-il un filtre linéaire? Expliqué. On donne le spectre du signal redressé tel qu'on l'observe sur le mode FFT d'un oscilloscope numérique. Pour répondre ici, il faut comparer les spectres des signaux à l'entrée et à la sortie. Le spectre à l'entrée comporte exactement un seul pic, une seule fréquence. Bien sûr, c'est un simple signal sinusoïdal. Mais le signal redressé, lui, n'est pas sinusoïdal, malgré l'écriture, qui peut être trompeuse. Son spectre le prouve bien, c'est un signal périodique composé d'une infinité d'harmoniques. Et ne sont pas présentes dans le spectre à l'entrée. Ce sont de nouvelles fréquences qui sont apparues à cause du pont de diode. Ceci est le signe d'un quadripôle non linéaire et que les diodes sont des dipôles non linéaires. Une remarque. En faisant passer le signal sinusoïdal à travers un amplificateur, il sature. Le spectre du signal saturé est alors de la forme suivante. Il contient des raies parasites qui sont absentes du spectre à l'entrée, qui lui contient une seule raie. La conclusion ici est que la saturation est un phénomène non linéaire qui se manifeste dans le spectre de sortie par l'apparition de nouveaux harmoniques. Dans toute la suite, nous allons seulement étudier des filtres linéaires régis par des équations différentielles linéaires comme celle-ci. Intéressant ce résultat.
Mais ça ne serait pas le signal S que nous cherchons à exprimer à partir de E, et non pas le contraire? Il nous reste une dernière petite touche magique qui va nous permettre d'inverser ce paysage. C'est la troisième propriété, et vous la connaissez bien. C'est la notation complexe. La notation complexe? La façon de noter peut-elle changer quelque chose ici? C'est bien plus qu'une question de notation. En fait, en écriture complexe et en régime sinusoïdal, l'opérateur dérivé par rapport au temps est une simple multiplication par une constante j oméga. Et l'opérateur primitif est une simple division par j oméga, ou une multiplication par 1 sur j oméga. En d'autres termes, avec cette notation, chaque opérateur linéaire est réduit à une simple multiplication par une constante. Et ceci permet non seulement d'alléger un peu l'écriture, ici et là, mais aussi et surtout d'inverser toute cette équation, nous permettant ainsi d'écrire S, l'inconnu, en fonction de E. Voilà le grand avantage apporté par cette notation complexe. Et regardez ce facteur multiplicatif ici. Il n'est autre que la fonction de transfert, h de j oméga. C'est clair maintenant. Pour bien profiter de ce cadre de travail, il vaudrait mieux faire passer toute cette série Fourier en écriture complexe. Voilà E, c'est un signal périodique de période t qui est égal à 2π sur oméga. Il se décompose en série de Fourier comportant la constante E0, qui est sa valeur moyenne, plus la somme sur n, allant de 1 jusqu'à l'infini, d'harmoniques. Chaque harmonique est d'amplitude En de pulsation n fois oméga, multiple entier de la pulsation fondamentale oméga, et de phase initiale phi n. En notation complexe, nous pouvons associer à ce signal réel E un signal complexe E souligné, comme ceci, de sorte que le signal réel soit la partie réelle de ce signal complexe. Alors ce signal complexe E est égal à E0 plus la somme des harmoniques mise sous forme ou écriture complexe. Et chaque harmonique s'écrit sous la forme En multiplié par exponentielle de, parenthèse, j oméga t plus phi n dans l'argument de l'exponentielle. Il suffit de prendre la partie réelle de cette écriture pour retrouver cette écriture en cosinus par exemple. Il est plus intéressant ici de factoriser cette exponentielle, comme ceci, et de mettre en évidence ici l'amplitude complexe que l'on note E indice n souligné. Voilà l'écriture complexe que nous allons utiliser pour écrire la somme de Fourier. Il est maintenant temps d'assembler toutes ces pièces dans une seule et même relation. Alors, quel est l'effet général d'un filtre sur un signal périodique? Nous connaissons déjà l'effet d'un filtre sur un signal sinusoïdal pur. Il est simplement décrit par sa fonction de transfert. Par exemple, si à l'entrée, nous avons seulement cette sinusoïde d'amplitude E1 et de pulsation oméga 1, alors il lui correspond à la sortie une sinusoïde d'amplitude S1 et de même pulsation oméga 1. Et à partir de la définition de la fonction de transfert, le signal de sortie est égal à la fonction de transfert multipliée par le signal d'entrée. Voilà. Maintenant, si à la place du signal oméga 1, nous avons un autre signal sinusoïdal de pulsation oméga 2, nous pouvons écrire la même chose. Mais ici, il faut employer la valeur de h pour la valeur oméga 2, et non pas la valeur correspondant à oméga 1. Nous obtenons alors un signal de sortie différent puisqu'il possède la pulsation oméga 2. Maintenant, si notre signal d'entrée est la superposition de ces deux sinusoïdes de pulsation oméga 1 oméga 2, alors par linéarité, le signal de sortie est tout simplement la somme de ces deux sinusoïdes de sortie de pulsation oméga 1 et oméga 2, comme ceci. Nous commençons un peu à voir l'effet du filtre. Le signal de sortie, il est égal à h en oméga 1 multiplié par la sinusoïde d'entrée de pulsation oméga 1 plus h en oméga 2 multiplié par la sinusoïde d'entrée de pulsation oméga 2. C'est la somme des produits des différentes composantes sinusoïdales du signal par les valeurs de h correspondantes.
D'abord, de part et d'autre du filtre, le contenu en fréquence n'a pas été modifié. Ce sont les mêmes fréquences à la sortie qu'à l'entrée. Elles occupent les mêmes places dans les spectres. Cependant, le filtre traite ces composantes de manière différente. Ces deux composantes ne sont pas dans les mêmes proportions à l'entrée qu'à la sortie. Par exemple, si notre filtre a une réponse H proche de la valeur 1 pour la fréquence ou la pulsation oméga 1 et proche de 0 pour la pulsation oméga 2, supposée plus grande qu'oméga 1 ici, alors le signal de sortie sera composé d'une sinusoïde oméga 1 d'amplitude proche de E1 et d'une sinusoïde oméga 2 d'amplitude très petite, négligeable. Cette sinusoïde est pratiquement la seule que l'on observe à la sortie. L'autre composante a été filtrée. Et inversement, si la valeur de H est très petite pour la pulsation oméga 1 et proche de 1 pour oméga 2, alors le signal de sortie sera approximativement composé de la deuxième sinusoïde seulement. L'autre aura une amplitude négligeable. Mais bien sûr, ce ne sont que des exemples et dans le cas général, elles ne sont pas nécessairement négligeables. Qu'obtient-on en rajoutant une troisième pulsation oméga 3 au signal d'entrée? Eh bien, s'il était seul, elle donnerait un signal de sortie sinusoïdal de pulsation oméga 3. Mais vu qu'elle est dans la somme, alors, par linéarité du filtre, le signal de sortie comporte lui aussi une superposition de trois sinusoïdes ayant les pulsations oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Nous pouvons continuer ainsi à rajouter de plus en plus de composantes spectrales, une infinité si l'on veut. De manière générale, on peut écrire que le signal de sortie est une somme sur n des produits de H de j oméga n par le signal de fréquence ou de pulsation oméga n correspondant. Cela peut être une superposition quelconque de sinusoïdes, ou cela peut être aussi le développement en série de Fourier d'un signal périodique. Et dans ce cas, la superposition n'est pas quelconque. Les oméga n sont des multiples entiers, n fois oméga, de la fondamentale oméga. Il est même possible de rajouter une composante continue. Oui, nous pouvons toujours lui faire correspondre la fréquence 0 en écrivant ici exponentielle de j fois 0 fois t. Ce facteur est bien sûr égal à 1. Et qu'est-ce que cela donne en sortie du filtre? Eh bien, un signal sinusoïdal de sortie qui lui est aussi de fréquence 0 par linéarité, c'est-à-dire égal à une constante, une composante continue. Donc, la composante continue du signal d'entrée est reliée à la composante continue du signal de sortie, S0, par la fonction de transfert, elle aussi. Mais il faut mettre ici la valeur de la fonction de transfert pour la fréquence 0. Et par linéarité, ces composantes continues se superposent aux autres composantes spectrales. Nous pouvons ainsi les traiter comme si c'était des sinusoïdes de pulsation nulle. Mais attention ici, est-ce que H égale à S sur E est valide pour un signal périodique? Non, c'est faux. S est donné par cette combinaison linéaire faisant intervenir différentes valeurs de H. Insistons bien, cette définition n'est valide qu'en régime purement sinusoïdal. Il est très important de remarquer ici que ces valeurs de la fonction de transfert ne se mettent pas en facteur devant la somme dans le cas général. Voilà, c'est l'écriture générale reliant le signal d'entrée au signal de sortie d'un filtre linéaire. Prenons l'exemple où le gain en tension, qui est le module de H, est presque nul partout, sauf dans un intervalle aux alentours de oméga 5. C'est un exemple de filtre passe-bande. Ici, nous supposons que oméga 1 est inférieur à oméga 2, qui est inférieur à oméga 3, etc. Alors, ce filtre-là, il atténue les amplitudes de tous les harmoniques, oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4 à la sortie. Il atténue aussi la composante continue, qui est de pulsation nulle, ainsi que toutes les pulsations supérieures à oméga 5. Mais il laisse l'amplitude de l'harmonique oméga 5 telle qu'elle est, à la sortie. Et voilà pourquoi on l'appelle filtre. C'est par analogie avec le filtre qui sert à filtrer les fluides. Et c'est par cette même analogie aussi qu'on utilise le mot passe. Un peu comme ce filtre qui laisse passer par là le fluide en éliminant les impuretés.
Notre filtre électronique, à travers les différentes valeurs de sa fonction de transfert H, laisse passer certaines fréquences en bloquant les autres. Et un peu comme ce filtre qui retient les corps indésirables dans un endroit séparé, là, notre filtre électronique, ici, ne fait pas disparaître les autres fréquences. Elles sont seulement séparées de ω5 et, disons, retenues ici entre les bornes des autres dipôles. Nous avons expliqué ceci au début de la série. Voilà, nous sommes désormais prêts à faire des exercices sur le filtrage des signaux périodiques et ça sera à partir de la vidéo prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de laisser un petit like ou un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Un grand merci du fond du cœur pour nous avoir suivis.